Bonjour, Joanie. Allô, Merci Sylvain. d'être là. Je dois te dire, quand je me préparais hier, j'avais hâte de voir qui était cette femme. Ah oui? Parce que tu es tellement lumineuse, malgré les épreuves que tu as vécues. Alors, j'aimerais qu'on recule dans le temps. Mais avant, j'ai lu que tu viens du milieu de la télévision. Oui. Ah oui, tu faisais quoi exactement? J'étais productrice. Ah oui? Oui. J'ai été productrice pendant une bonne dizaine d'années en télé, en publicité, en contenu, à explorer tous ces domaines-là, à être très stimulée par ce milieu-là. Oui, c'est très stimulant, mais en même temps, je dirais qu'intérieurement, il y avait une partie qui n'était pas complètement nourrie, un certain manque de sens, de travailler autant, d'avoir autant de stress sur les épaules, mais qu'au final, de ne pas créer un impact positif sur les humains ou de ne pas créer une petite différence. Ouais. Et il y a un événement qui est venu tout le bouleverser. Alors, en 2015. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé en 2015? Ah, je veux juste dire aux gens que le petit qui est là s'appelle Jacob. C'est mon garçon. Il a quel âge? T'as quel âge? T'as quel âge? 6 ans et demi. Le et demi est important, hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Donc, en 2015, Jacob avait 3 ans et j'étais enceinte de mon deuxième garçon. Et au cours de la grossesse, on a appris que notre garçon avait une anomalie importante aux intestins qui demandait les soins intensifs suite à la naissance. Et on a décidé de le garder, cet enfant-là, d'aller jusqu'au bout malgré les incertitudes quand même. Et la grossesse s'est super bien passée. L'accouchement, les premiers jours également, mais à un certain moment donné, mon fils a perdu 1/3 de son sang. Ah oui? Oui, pour une raison que les médecins ignorent. Ils n'avaient jamais vu ça dans le cas de cette anomalie-là. Et là, c'est enclenché une suite de mauvaises nouvelles. C'était mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Jusqu'à temps... Il y a eu un moment où mon chum et moi, on s'est dit... c'est de l'acharnement. Tu sais, un moment donné, on le voyait, là, il était branché de partout. Puis, un moment donné, on a ressenti que de pousser ça, c'était comme de forcer un peu trop la vie. Et là, on a pris la décision la plus difficile de notre vie. Mais tu lui as parlé à Thomas, je crois. Hein? Ah oui, j'ai parlé à Thomas. En fait... Il s'appelait Thomas. Il s'appelait Thomas. Thomas, en fait, quand je voyais que ça commençait à aller de moins en moins bien, moi, je disais, tu ne me mets pas dans une zone grise, là. Tu sais, si tu veux vivre, montre-moi-le clairement. Puis si c'est l'autre chemin, montre-moi-le clairement. C'est tellement difficile pour une maman de prendre une décision d'accompagner son enfant aux soins palliatifs. Puis finalement, c'est suite à une des interventions chirurgicales où les chirurgiens m'ont dit qu'il lui restait plus d'intestin. En fait, c'est ça. Là, je ne sais pas à quel point on va dans les détails, mais son état de santé était vraiment... C'était très difficile. Et c'est là que moi, je me suis dit, OK, tu sais, je lis mon message. Puis j'ai accepté d'arrêter de forcer la vie, justement. Puis là, on a décidé de l'accompagner aux soins palliatifs, de l'accompagner dans des soins de confort, puis décéder dans nos bras. Il y avait combien de jours? Il y avait 4 jours. Et là là. Oui, il y avait 4 jours. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une maman? C'est tellement difficile. C'est tellement difficile parce que, surtout moi, j'avais tellement peur de la mort avant. Ouais. J'avais jamais vécu de deuil de ma vie. Mes grands-parents n'étaient pas décédés. Donc, et là, de faire face à la mort, je trouvais ça me faisait peur, en fait. Mais pourtant, quand il est décédé, il y a vraiment quelque chose qui est changé dans la pièce. Là. Au niveau de l'énergie, là, je sentais... C'était lumineux, c'était doux. Et je trouvais ça vraiment apaisant, en fait. Et même 10 minutes avant de mourir, il m'a regardé dans les yeux, Thomas. Mais physiquement, il n'était pas capable d'ouvrir les yeux. Là. Il était sous des sédatifs tellement puissants. Ah, puis il a réussi à te regarder. Oui, on s'est regardé. Donc, physiquement, c'était comme impossible. Puis dans ce regard-là, c'était comme s'il me disait espoir. Il y avait quelque chose, on se regardait, j'ai l'impression de regarder les yeux de l'âme. C'était vraiment comme s'il ne mourrait pas, finalement. Oui, il y avait comme c'était comme un grand sage là, en arrière de ça. Puis il me disait comme, fais confiance, tu sais, fais confiance. Ah, c'est touchant, ça. Oui, c'était vraiment spécial. C'est un cadeau qu'il t'a fait, hein? Oui, c'était vraiment spécial. Puis c'est pour ça que c'était particulier, parce qu'il y avait la grande douleur, mais cohabitait aussi... Je le ressentais en moi. Je le ressentais en moi. Et là, j'ai eu une grande crise de sens à travers cette douleur-là. Je pense que quand tu viens... Là, je me sentais tellement dénudée, en fait, de tous mes repères, là, et de tous mes modèles. Et là,
pour moi, j'avais besoin de créer du sens dans ma vie. Là, je me disais, là, moi, je suis en santé, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu sais, puis Est-ce que tu t'es, excuse-moi, Oui. est-ce que tu t'es révolté à ce moment contre la vie, contre Dieu, pourquoi? Non, je me suis pas révoltée. J'avais énormément de peine, par exemple. Mais j'avais pas beaucoup de colère. C'était vraiment... j'avais juste tellement de peine. Je pleurais. Mais j'avais découvert la méditation dans ma grossesse. Donc, d'accueillir ces émotions, de les laisser être dans le corps, de respirer aux endroits où ça faisait mal. Donc, j'avais comme la grossesse et l'incertitude, puis moi qui étais tellement habituée de contrôler tout, là, ça m'amenait dans des zones où j'avais pas le contrôle, puis ça m'a aidé, ça aussi, quand il est décédé, tu sais, de me dire, OK, ça fait mal, mais plonge dans la douleur, puis respire à cet endroit-là, puis c'est ce que je faisais, une émotion à la fois. Puis entre ces moments-là de grand tsunami émotionnel, bien, il y avait une paix qui s'installait, où je prenais aussi un petit peu d'auteur. Puis les mois... Le deuil, ça prend du temps aussi. Je pense que j'ai accepté que ça allait prendre du temps. Dans notre société, on est dans une société où c'est une société de performance. Faut qu'on... Et la mort est tabou, on fait vite. Et la mort est tabou, donc on ne veut pas la vivre. Ça fait mal, on met ça de côté. Puis moi, je me suis dit, non, je vais la vivre, je vais plonger dedans. Puis le jour que... Souvent, je compare un peu la mort, la vie, hein, c'est des cycles, un peu comme les saisons. Là, je me disais, là, je suis en hiver, là, dans un hiver intérieur. Bien, je vais plonger dans l'hiver. Puis un jour, quand ça sera le printemps, bien, je serai prête. Puis c'est ce qui s'est passé en plongeant vraiment dans la douleur, mais une moment donné, je sentais que... T'as pas fui, finalement. Non, j'ai pas fui. Puis ça m'a amené une sérénité, tout ça aussi. Est-ce que tu as senti, après le décès du petit Thomas, que finalement, il était plus vivant que jamais? Oui, vraiment. Il était vivant en moi, en fait. Puis en me faisant perdre tous mes repères, en même temps, il me ramenait tellement à l'essentiel. C'est cliché, là, mais... C'était ça, là. Moi, j'allais tellement vite dans ma vie, puis je me voyais pas vivre autrement. On sait c'est quoi, hein? Exactement. Et là, ça venait tout bousculer, puis me dire, ben toi, comme t'es venu sur Terre, pourquoi, là? Tu sais, c'était quasiment ça, là. J'avais une grande crise existentielle, puis de me dire, ben t'es productrice, tu connais le milieu de la télé, de la vidéo, qu'est-ce que tu peux faire avec ça qui va servir, un mieux-être? Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ben moi, ce que j'ai besoin d'entendre présentement, c'est d'entendre des gens qui ont vécu des grandes épreuves de vie, mais qui les ont transformées en force, se sont transformés, puis qui ont créé des beaux projets ou qui ont créé une vie plus alignée. Tu voulais te sentir utile, finalement. Je voulais me sentir utile, puis j'avais besoin de voir que c'était possible aussi. J'avais comme besoin d'espoir dans tout ça, puis j'avais besoin de m'inspirer de leur prise de conscience, puis de leur transformation. Et connaissant beaucoup de monde dans le milieu de la télé, je me disais, ben, y a-t-il du monde qui a envie d'embarquer avec moi? Puis là, c'était tellement beau, c'est fou, hein, quand des fois, on s'aligne sur le chemin qu'on est censé faire. Il y a comme les bonnes personnes qui arrivent au bon moment. C'est spécial, toutes les synchronicités qui se sont passées. Et là, le projet Pastel Fluo, qui est maintenant mon projet de vie, est né comme ça. Donc, on fait des portraits documentaires sur des gens qui nous amènent à vivre avec plus de conscience, qui se connectent à leur cœur, qui suivent des projets, qui nourrissent la vie en eux. Puis moi, c'était ça en fait, ça a été ça ma clé de guérison, c'est que je me suis dit, bien, à place de nourrir la mort, je vais nourrir la vie, je vais nourrir ce qui pétille de l'intérieur, je vais nourrir ce qui a envie d'émerger de moi. Puis j'ai écouté ça à chaque jour. Moi, t'as donné la vie, finalement. Exactement. Demain, tu sais, j'enlève pas toute la douleur parce que ça fait tellement mal, mais parallèlement, il y avait comme la vie qui poussait, puis la vie qui voulait vivre, puis la vie qui s'éveillait aussi. Puis j'avais vraiment l'impression de renaître à moi-même, en fait, de renaître à une partie de moi que j'avais un peu oubliée avec les années, mais qui était là, puis de renaître à mes rêves, puis à mes inspirations, puis à mes valeurs. Et donc, un an et demi plus tard... Oui, là, il y avait d'autres choses qui t'attendaient. Bien, c'est ça. Donc, un an et demi après le décès de Thomas, donc on a pris le temps de bien faire les choses. La plateforme était lancée. Puis là, je voyais aussi que ma crise de sens était une crise de sens aussi de société. Je pense qu'il y a beaucoup de monde actuellement dans la société qui recherche un sens avec tout ce que la planète vit également, avec la santé mentale collective qui est fragile. Tu sais, cette société-là de performance. Le monde est fragile. Le monde est fragile. On le sent qu'on est comme au bout d'un paradigme, puis à l'émergence d'un autre paradigme qui est beaucoup plus humaniste, qui a des valeurs écologiques également, qui prend soin de la vie sous toutes ses formes. Exactement. Et
Pastel Fluo, ma série documentaire, s'est transformée un peu en projet social parce que je prenais aussi de la hauteur sur ce qui se passait dans notre société. Puis je me disais, mais il faut montrer des modèles de personnes qui vivent autrement, qui nous amènent à faire les choses autrement. Donc, 1 an et demi plus tard, je mettais la plateforme en ligne. Au même moment, je tombe enceinte de ma fille, donc de sa sœur, Nélia. Et après 2 garçons, c'était vraiment un bonheur, je dirais, de ressentir cette présence-là féminine en moi. Puis Nélia, elle n'avait pas d'anomalie, donc c'est une grossesse très, très douce. J'étais vraiment sur un nuage jusqu'à 6 mois de grossesse, où il y a un jour où je la sens plus bouger. Puis, et j'ai vraiment pas un bon feeling cette journée-là. Donc, on se rend à l'hôpital avec Jacob, avec son papa aussi, pour vérifier que tout était beau. Puis là, à l'hôpital, c'est vraiment le scénario qu'aucune femme enceinte veut vivre. Là. Ils ne trouvaient pas le cœur. Puis là, ils m'ont transférée dans une salle, à côté d'une salle d'accouchement. Puis là, t'entends les cœurs des bébés comme dans toutes les... Tu sais, puis là, le médecin, à l'échographie, moi, je n'étais pas capable de regarder l'image. Là. Je faisais juste regarder le médecin, puis juste avoir un regard d'espoir, de me dire « Dis-moi pas ce que je veux pas entendre. » Puis finalement, il finit par me dire « Je suis désolée. Le cœur de votre bébé vient de s'arrêter. Ça fait quelques heures. » Et là, je savais, là, qu'est-ce qui m'attendait, là. Puis je me disais « Ça se peut pas. » 2 coups sur coup, là. Oui, puis 2 morts inexpliquées aussi, parce que Nélia, c'était un accouchement, hein, rendu en fin de grossesse, c'est un accouchement, puis toutes les biopsies qu'ils ont fait, c'était vraiment un diagnostic de mort inexpliquée, donc c'était difficile de se rattacher au... Tu sais, il n'y a pas de pourquoi, en fait, c'était juste pourquoi, mais il n'y avait comme pas de raison, c'était juste d'accepter ça, puis d'entamer ce chemin-là du deuil qui est tellement difficile, une autre fois. Puis je me disais, my God, mon corps, tu sais, j'avais tellement fait tellement mal perdre un enfant. Des fois, j'avais besoin de m'arracher le cœur tellement que ça faisait mal, tu sais. J'ai repris le même processus, une émotion à la fois. Et encore une fois, tu as appris du décès de Mélie. Oui, Nélia, je pensais pas que je verrais des cadeaux cachés en arrière de ça. Oui, il y en a eu. Il y a eu... Nélia est venue déposer en moi... tu sais, autant que Thomas, c'était beaucoup la crise de sens, un réalignement avec ma vie, un besoin d'être sur mon chemin. Nélia est venue déposer beaucoup de douceur dans nos vies, beaucoup d'émerveillement aux petites choses, hein, même ensemble. Bien là, c'est sûr, tu sais, d'en avoir perdu 2, disons qu'avec lui, ça change tout, hein, ouais, aussi. Ben oui. Tu sais, je suis là. Tu sais, avant, j'étais dans ma to-do list, là, souvent, quand on joue ensemble. Maintenant, je suis vraiment là. Puis aussi, toute aussi la relation aux épreuves. Moi, je me disais à Jacob, est-ce que j'y cache ça? Tu sais, souvent, les enfants ne veulent pas... Oui, j'ai lu ça, c'est que tu caches rien à Jacob. Jacob, j'ai jamais rien caché. Quand tu me voyais pleurer, puis je te le disais, je m'ennuie de ton frère ou je m'ennuie de ta sœur, j'ai de la peine. Mais le lendemain, des fois, j'étais pas dans... Tu sais, des fois, un deuil, c'est comme ça, hein? Donc, on n'est pas toujours en train de brailler toutes les larmes de notre vie. Donc, le lendemain, il me voyait que, là, j'étais plus dans la joie cette journée-là. Puis en même temps, ben ça lui montrait aussi que la vie, c'est pas parfait, c'est pas un conte de fées, mais qu'il y a des cadeaux en arrière de chaque expérience. Puis il y a des cadeaux en arrière... Il s'agit de les voir, hein? Exactement. Il s'agit de les voir, mais il y en a. Il y en a. Ça vient déposer tellement de prise de conscience. Ça vient déposer... Moi, j'ai l'impression de... Je goûte plus à la vie autrement maintenant, tu sais. Puis ça change tout. Là. Je vis avec la conscience de la mort aussi. Tu sais, on est dans une société où on veut pas trop entrer en contact avec la mort. On veut pas savoir qu'elle existe. On veut pas savoir que ceux qu'on aime vont un jour partir. Mais moi, maintenant, de l'avoir vu de mes yeux 2 fois, mais là, je sais que la vie est fragile. Là, c'est plus juste des paroles, c'est comme intégré dans ma conscience, puis dans mon quotidien, en fait. Puis même à Jacob, tu sais, je m'assure de toujours le connecter avec son cœur, Jacob, tu sais. Puis... Je pense que ça doit nous apprendre, surtout dans cette période de Noël, il nous reste plus de temps presque, à se dire des je t'aime finalement, parce que la vie est fragile. Vraiment, des je t'aime, puis c'est ça, d'aimer, puis c'est ça. C'est vraiment quétaine, mais c'est vraiment ça. C'est comme l'essentiel. C'est sain. C'est un beau message à quelques jours de Noël. Écoute, moi, je t'écouterai pendant des heures. Et j'espère que tu vas revenir parce que tu as tellement de belles choses, je t'écouterai vraiment. Tu as une bonne maman, hein? C'est un grand enseignant aussi. Oui, tu disais ça, c'est un peu ton professeur.